Professeur Didier Raoult, quelles sont les évolutions récentes que l'on peut constater quant à l'espérance de vie dans le monde? Alors, on constate deux choses qui sont très intéressantes, qui sont des données qui sont tout à fait accessibles à tout le monde, hein. Donc, ça, c'est online sur Internet. Je suis étonné qu'il n'y ait pas une analyse un peu plus profonde de ça, qui montre que il apparaît que les pays développés arrivent à un plateau, voire à une diminution de l'espérance de vie. Diminution de l'espérance de vie, ça veut dire simplement une diminution de l'âge moyen de la mortalité. L'espérance de vie, ça ne veut rien dire. C'est les disparitions de l'âge moyen auquel on meurt dans ces pays-là. Alors, très nettement, ça diminue depuis 5 ans aux États-Unis, essentiellement dû à l'usage de drogue, aussi bien à titre thérapeutique qu'à titre festif. Ces gens qui se droguent ou des gens que l'on drogue, parce que la diffusion des opiacés pour les moindres douleurs a créé une épidémie considérable aux États-Unis qui est en train de commencer en Europe. Et le deuxième élément qui fait une augmentation de la mortalité d'une manière singulière aux États-Unis comme dans les pays développés, c'est l'épidémie d'obésité. Et il est notable que si on est passé d'une mortalité naturelle qui était liée pour beaucoup aux maladies infectieuses, qui ont diminué d'une manière spectaculaire, y compris récemment, et ces maladies naturelles contre lesquelles on a réussi à lutter ont été remplacées par des maladies qui sont des épidémies de drogue réelles ou entre guillemets, qui ont été introduites par l'homme et qui répondent à un modèle capitaliste de la drogue, c'est-à-dire le tabac, le sucre, qui maintenant de plus en plus considéré comme une drogue. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de manger du sucre, qui est à la base de l'explosion d'obésité, l'explosion de pathologies hépatiques. Dans le monde, il y a 36 fois plus de cirrhoses dues aux cirrhoses non alcooliques, liées essentiellement au sucre, que de cirrhoses alcooliques actuellement, hein. Et enfin, les opiacés qui ont été transformés d'opium, qui était probablement moins addictif, en drogues maintenant pharmaceutiques, qui sont dispensées à un niveau extraordinaire. Donc on voit que parmi les causes de mort qui sont évitables, on est passé des morts évitables dont l'essentiel était maladies infectieuses à des morts évitables dont l'essentiel est lié à des épidémies de drogue vendues sur des aspects commerciaux. Et peut-on espérer trouver des leviers pour augmenter à nouveau l'espérance de vie dans les pays développés? Ce qui est très frappant dans ce livre-là, sur l'OCDE, c'est qu'il y a maintenant une déconnexion. Il y a eu pendant longtemps un parallélisme entre la richesse d'un pays et son espérance de vie. Maintenant, il y a un décrochage. À partir d'un certain niveau de vie, qui est celui des nations pas très riches, il n'y a plus d'augmentation de l'espérance de vie. Par exemple, moi j'ai été très surpris, j'ai appris ça, les hommes du Kerala ont une espérance de vie qui est supérieure à celle des hommes du nord de la France. Donc le PIB n'a rien à voir. Si vous regardez actuellement, l'espérance de vie générale est de 72,5 dans le monde entier. Et donc il y a un resserrement considérable entre les riches et les pauvres, entre les pays riches et les pays pauvres, parce que les médicaments qui, durant le XXe siècle, ont permis l'augmentation spectaculaire de l'espérance de vie ne coûtent plus rien, en particulier parce que beaucoup des traitements ont été basés sur les traitements anti-infectieux, qu'il s'agisse de pesticides, pour permettre l'alimentation. Et donc, on a gagné de l'espérance de vie parce qu'on nourrit les gens. Les antibiotiques au sens large, c'est-à-dire les insecticides, qui ont fait régresser de manière absolument spectaculaire le paludisme, qui est une des causes d'augmentation de l'espérance de vie dans les pays tropicaux, les antiparasitaires, les antiviraux qui ont maîtrisé le sida, qui sont en train de maîtriser l'hépatite C, qui étaient des causes d'épidémies monstrueuses du XXe siècle, et les antibiotiques qui ont permis de maîtriser ce qui étaient les deux plus grandes causes de raccourcissement de la vie, chez les enfants en particulier, chez les flux âgés, qui sont les pneumonies et les gastroentérites. Donc les victoires viennent de ça, et ces médicaments sont maintenant à bas prix,
sont génériqués, sont utilisables par les plus pauvres, et donc on voit bien que ce qui est très sophistiqué depuis 20 ans n'a pas permis de changer radicalement l'espérance de vie, puisqu'on voit que les plus pauvres nous rattrapent avec des dépenses de santé beaucoup plus basses. Et là aussi, il y a une déconnexion maintenant entre l'augmentation des dépenses de santé et l'augmentation de l'espérance de vie. C'est-à-dire jusqu'à un certain point, c'est parallèle. À partir d'un certain point, il n'y a plus de différence. Donc ça doit nous amener à poser des questions. Et bien entendu, ça n'est pas en soi extraordinairement étonnant, puisque on ne va pas augmenter l'espérance de vie. En réalité, on augmente l'espérance de vie que de ceux qui n'arrivaient pas à vivre leur potentiel vital. Mais notre potentiel vital n'augmente pas. Il y aura quelques exceptions qui vont au-delà de 100 ans. Mais quand on aura amené diminuer la mortalité infantile, diminuer la mortalité par les maladies infectieuses, on amènera de plus en plus de gens dans la tranche 80-100 ans, mais l'espérance de vie, l'idée que ça pouvait continuer à progresser est une vie qui n'est pas réaliste. L'espèce humaine n'est pas faite pour vivre plus de 100 ans. C'est comme ça. Et parmi les facteurs qui pourraient, selon certains, contribuer à la baisse de l'espérance de vie aujourd'hui dont vous avez parlé, certains commentateurs vont même jusqu'à parler des antibiotiques qui pourraient avoir un impact négatif sur l'espérance de vie. Est-ce que ça vous parlait? C'est du délire. Ça, c'est du délire. Voilà, c'est du délire. Qu'on soit contre la prescription d'antibiotiques pour une raison ou pour une autre, c'est pas inintéressant. Mais tout ça est une construction intellectuelle qui n'a pas de sens. Il faut inventer qu'il y a des gens qui meurent de bactéries résistantes, ce qui n'est pas vrai. Ensuite, il faut inventer que c'est la pression de sélection des antibiotiques prescrits en médecine générale qui change la résistance aux antibiotiques, ce qui n'est pas vrai. Donc tout ça, c'est de la construction intellectuelle. C'est de la politique, ça n'est pas de l'observation des faits. L'observation des faits, il n'y a pas de... Au contraire, les antibiotiques, l'introduction des antibiotiques sur les marchés chinois et indiens est ce qui a fait faire un bond dans l'espérance de vie absolument considérable. Donc vous avez des pays comme le Bangladesh, où il y a une espérance de vie qui est actuellement supérieure à 70 ans, alors que tout le monde pleure sur le Bangladesh d'il y a 20 ans. Donc je pense que les gens ne sont pas réalistes, donc on est des enfants gâtés, donc on finit par penser que les choses qui ont vraiment modifié notre espérance de vie changé. Il y a un débat là actuellement en Angleterre, parce qu'il y a eu une baisse de l'espérance de vie dans les années 2014-2015, et il y a des gens qui disent qu'il faut faire attention, parce que tous les discours antibiotiques ont amené à faire qu'il y a des gens qui arrivent dans des situations dramatiques à l'hôpital où il est trop tard pour donner des antibiotiques, où les gens meurent. Donc il y a une vraie réflexion pour arrêter de faire des scandales toutes les 5 minutes sur quelque chose et remettre les choses à leur place. Les antibiotiques, ça sauve chaque année des centaines de millions de personnes. Je n'ai pas connaissance que ça en tue une seule. Donc il faut remettre les choses en place, c'est pas vrai. Merci beaucoup.